J'ai un grand plaisir de vous accueillir, d'accueillir les membres du CODIFAM, et je dirai tout à l'heure ce que c'est, d'accueillir aussi nos lauréats hein, pour cette session inédite de la remise des prix. Alors, je m'appelle Pierre Jachet, je suis, je suis président du CODIFAM et puis coordonnateur national du concours de l'éthique professionnelle. Alors, je voudrais dire de la promotion de l'éthique professionnelle. Et là, il aura fallu vraiment des conditions particulières qui sont liées à la situation sanitaire pour donner à la remise des prix du concours de la promotion de l'éthique professionnelle une audience exceptionnelle auprès des Rotariens. Alors, comme on dit souvent dans les affaires, et les gens les plus optimistes, il y a toujours une opportunité dans une calamité. Et même si je ne peux pas vous saluer individuellement, partager avec vous le moment de convivialité qui suit d'habitude la remise officielle, eh bien, je salue votre participation et celle des gouverneurs aussi qui nous ont rejoints, les gouverneurs du CODIFAM. Et je rappelle que le CODIFAM, c'est le pôle de coordination des gouverneurs francophones du Rotary international. J'ai demandé aujourd'hui à Pierre-François Rémy d'intervenir. Alors, Pierre-François Rémy, c'est le vice-président du Rotaract et c'est lui donc qui sera président l'année prochaine. Et donc, Pierre Rémy, ici présent, nous en dira un peu plus tout à l'heure sur le Rotaract, son positionnement par rapport au Rotary et pourquoi il est avec vous ce soir, pourquoi avec vous, les lauréats, eh bien, nous partageons les mêmes valeurs. Vous êtes les bienvenus au Rotaract, chers lauréats. J'espère que ces propos vous donneront envie de les rejoindre. Les essais que vous avez soumis au jury témoignent d'une maturité et d'un niveau de réflexion, je dirais, sur les grands sujets de société partagés avec le Rotary. Le concours de la promotion de l'éthique professionnelle a pour objectif de développer auprès des jeunes leur capacité à prendre par eux-mêmes des décisions responsables et leur montrer que le Rotary est capable de donner du sens à leur vie privée et professionnelle. Lors de la remise des prix, les 4 premiers lauréats auront l'occasion de revenir sur le message qu'ils ont voulu faire passer. Souvent, ils sont allés bien au-delà d'un simple message et ils ont pris appui sur l'exercice de leur métier ou leur expérience aussi professionnelle pour démontrer combien le chemin qui nous mène à une société plus éthique était accessible. Vous savez, au Rotary, on aime bien les critères. Nous avons celui des 4 questions qui doit nous guider dans notre comportement. Mais pour la circonstance, je vous livre celui du Code des obligations professionnelles, qui est un peu moins connu. Alors je les cite. Traiter autrui avec équité et respect. Montrer l'exemple. Incarner l'intégrité, une valeur fondamentale dans mon comportement et mes actes. Ne pas solliciter auprès des Rotariens des privilèges et avantages qui sortent de la pratique normale. Il me semble que ces critères traversent les générations et qui peuvent constituer un bon point de repère pour tous ceux qui entrent dans la vie professionnelle. Alors, je sais que nous allons retrouver certaines valeurs dans vos essais et je vous en félicite. Et j'associe à ces félicitations vos écoles, les établissements d'enseignement, ainsi que vos professeurs qui vous ont soutenu et qui vous soutiennent encore ce soir, car je sais qu'ils sont nombreux à vous écouter et à vous voir. Et puis, bien sûr, je n'oublierai pas toute l'équipe de coordonnateurs de district qui s'impliquent dans le concours, car il faut lire tous les essais, il faut se réunir pour les apprécier. Les choix sont souvent difficiles, comme toujours quand il s'agit de déterminer des prix, mais en tout cas, ils s'impliquent beaucoup. Alors, je voudrais associer également
notre directeur de zone, Roger Laure, que j'ai eu tout à l'heure, qui vous félicite tous et qui n'a pas pu malheureusement être là ce soir. Alors, je vais vous souhaiter à tous une bonne soirée, une belle soirée, et puis je vais passer la parole maintenant à Pierre-François Rémy, qui va nous parler quelques instants du Rotaract et surtout qui va vous donner envie de les rejoindre. Alors Pierre-François, c'est à toi. Merci Pierre pour la parole. Donc, bonsoir à toutes et à tous, amis gouverneurs, gouverneurs et gouverneurs, chers lauréats, chères lauréates. Donc, je me présente, Pierre-François Rémy, j'ai 29 ans, je travaille en communication. Je suis donc prochain président du Rotaract France et je suis cette année vice-coordinateur national. Désolé pour ces acronymes. Donc, le Rotaract, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un programme jeunesse, même si ce n'est plus le cas maintenant, créé en 1968 à Charlotte, en Caroline du Nord. Donc, on va fêter nos 52 ans d'existence. C'est actuellement plus de 11 000 clubs à travers le monde, dans 184 pays, et un réseau de 250 000 membres, sans compter à côté le réseau des 1 200 000 rotariens à travers le monde. Donc, si vous rentrez, vous, lauréats et lauréates, j'ai vu quelques noms, certains sont rotaractiens, c'est rentrer dans une très grande famille internationale qui peut vous ouvrir des opportunités à travers la France, à travers l'Europe et à travers le monde entier. Au niveau du Rotary et du Rotaract, donc on s'appuie, nous, rotaractiens, sur les 7 axes du Rotary. Les 7, je dis bien les 7 maintenant, puisque l'environnement est rentré cette année dans nos axes majeurs. Les 6 autres sont le développement des économies locales, la prévention et la paix dans le monde, la lutte contre les maladies, l'alphabétisation et l'éducation de base, la santé de la mère et de l'enfant, et l'assainissement de l'eau. Voici les 7 grands axes porteurs sur lesquels nous menons nos actions, nos levées de fonds, et nous participons main dans la main avec le Rotary International et les clubs Rotary pour soutenir les populations locales, aussi bien en France qu'à l'étranger. Le but du Rotaract, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est réunir, je vais vous redire ce qu'on m'a donné à vous dire. Les clubs Rotaract en France réunissent actuellement des jeunes de 18 à 35 ans pour échanger des idées avec les décideurs locaux, développer leurs compétences professionnelles et leur leadership et monter des actions pour le bien dans le monde. De plus, le Rotaract, c'est le lieu de rencontre des désirs d'agir de chacun pour créer des actions d'envergure et comprendre, aider, agir ensemble grâce à l'amitié. L'amitié est importante chez nous puisque c'est notre devise à travers le monde pour nous rotaractiens, amitié par le service. Et pour le Rotary International, vous devez le savoir, mais je tiens à vous le redire, c'est servir d'abord. Ces 2 devises sont importantes et c'est ce qui nous permet, nous, Rotariens et Rotaractiens, d'avancer pour le bien que nous faisons dans le monde, pour nos actions et pour notre ligne de conduite personnelle, professionnelle et notre engagement. En France, nous avons actuellement 1300, 1400 membres. Nous sommes en train de remonter nos effectifs petit à petit. Nous avons 118 clubs qui couvrent la France métropolitaine et la Corse. Bientôt la Corse. C'est un vœu pieux. Donc vous, lauréats et lauréates, j'espère pouvoir vous rencontrer ou que les clubs rotaractiens puissent vous rencontrer pour déjà entendre, vous, vos essais. Pourquoi cette participation au concours national de la promotion de l'éthique professionnelle et vous donner envie de nous rejoindre par votre premier pas, on va dire, dans le monde rotarien par ce concours. Vous le savez, ce concours est également parrainé par la Conférence des grandes écoles, mais aussi par la Commission nationale française de l'UNESCO, l'UNESCO qui est un des partenaires majeurs du Rotary. Voilà, je pense que ce sont déjà des grandes choses importantes et j'espère pouvoir répondre à vos questions plus tard. Pierre-François, une question. Oui. Comment ces jeunes-là vont pouvoir rentrer au Rotary? Oui, on va dire au Rotary, puisque finalement le Rotary… Oui, ça y est, nous sommes montés cette année aussi. Mais comment ils peuvent rejoindre le Rotaract? Tu m'as demandé tout à l'heure de te donner les adresses. Oui, s'il l'accepte, évidemment. S'il l'accepte. Hein? Voilà. Soit moi, soit notre président du Rotaract France, nous prendrons le soin de vous contacter individuellement et après de vous mettre en copie, en lien avec nos représentants de région
et si ce n'est même avec les présidents de club que nous connaissons pas loin de chez vous, si l'intérêt, après, vous dit de venir nous rejoindre, de visiter nos clubs, au moins vous présenter et nous expliquer pourquoi. Pourquoi vous avez fait déjà ce concours et comment nous pourrions, nous, vous donner l'envie de continuer dans la famille rotarienne et rotaraxienne. Merci Pierre-François, merci Pierre-François, le communicant, hein, qui a été aujourd'hui convaincant. Merci. Merci. Donc, vous avez un nom sur l'écran, vous voyez Jean Delas, mais vous ne le voyez pas. Alors, Jean Delas, il est gouverneur, ancien gouverneur, dans la même promotion que moi d'ailleurs, la promotion Mandela. Et c'est lui qui est à la manœuvre et c'est grâce à lui, justement, qu'on va pouvoir faire cette remise des prix exceptionnelle. Donc, merci Jean et bon courage pour ce qui va suivre. Je vais passer la parole maintenant à Anne-Marie Borderie, qui fait partie du comité d'organisation du concours de la promotion de l'éthique professionnelle. Et son travail va être de présenter à l'écran les diplômes des différents lauréats, sauf les 4, enfin il y en a 5 en fait, hein, qui ont reçu un prix et avec lesquels, en fin de remise de diplôme, eh bien, j'aurai un petit contact avec eux pour justement expliciter, reposer quelques questions sur les essais pour que tous ceux qui participent aujourd'hui, nous sommes 78 pour l'instant, tous ceux qui participent aujourd'hui aient une idée plus approfondie des essais qui ont été rédigés et qui ont mérité d'ailleurs l'attention du jury. Alors, Anne-Marie et Jean, hein, c'est à vous et nous allons commencer par le premier diplôme. Je préciserai tout à l'heure comment ces diplômes et les chèques qui vont avec pour certains seront distribués. Anne-Marie, donc tu as la parole. Bonjour. Bonjour, donc je vais vous énoncer les diplômes qui sont classés par district, sauf, comme l'a dit Pierre tout à l'heure, les grands prix qui, eux, seront énoncés à la fin. Et dans ce cas-là, vous n'aurez pas le diplôme qui s'affichera à l'écran, mais vous aurez le plaisir de voir les étudiants, les lauréats, en chair et en os, ou du moins virtuel. Voilà, donc je vais commencer par le district 1510. Camille Leprat, d'Audencia, a obtenu une mention pour un essai intitulé « Réintégrer l'éthique dans le développement de produits pour un monde plus durable ». Bravo. Hein, bravo à tous les auteurs. L'auteur, finalement, parce qu'il n'y en a qu'un. Suivant. Il n'y en a qu'un. Lilian Bron a obtenu également un diplôme du groupe ESEO Campus d'Angers, a obtenu un diplôme pour un essai intitulé « L'éthique à la rescousse de nos libertés ». Très bien, bravo à lui. Ensuite, nous avons un essai qui a été rédigé par 2 étudiants, Victor de Farbus et Thomas Barra. Ils sont à l'ISMANS et ils ont obtenu un diplôme pour un essai intitulé « Le progrès cadré par l'éthique, chevalier blanc de l'environnement ». Thomas Barra et Victor de Farbus. Bon, il est dans l'axe du 7e axe du Rotary déjà. Hein, tout à fait, tout à fait. Nous passons donc maintenant au district 1520. Dans le district 1520, nous avons un essai un essai collectif, qui a été réalisé par 2 étudiants, Estelle Marchois et Alexandre Sillard, de l'Université d'Artois. Ils ont obtenu un diplôme pour un essai intitulé « Amour et travail, l'impossible union ». voilà, merci, bravo. Toujours dans le district 1520,
nous avons deux étudiants, Bruno de Buchère et Pierre Benoît Drancourt, qui ont réalisé un essai Éthique, compliance et régulation, Restore the confidence in the market and make our democracy great again. Ils sont à l'Université de Lille. À la faculté de droit. Faculté de droit, absolument. Bravo à tous. Ensuite, nous passons au district 1640. Samuel Vauté, de l'École nationale supérieure maritime, a écrit, seul cette fois-ci, un essai, Devenir marin entre rêves et désillusions. Là, vous voyez que les sujets sont très variés. Donc, ils étaient deux là, alors. Hein? Non, Vauté était tout seul. Ah bon, d'accord. En revanche, nous avons deux étudiants, Élise Le Baron et Arsène Rousseau, qui sont à l'École nationale supérieure maritime et qui ont réalisé un essai intitulé Le vague à l'âme. La vague à l'âme, pardon. La vague à l'âme. Bon, alors avec un peu d'humour dans la terminologie. Et dans... Oui, mais la vague maritime, évidemment, évidemment. Voilà. Nous en arrivons ensuite au district 1650, c'est la Bretagne, avec une femme qui a écrit un essai qui s'intitule « À la recherche d'une cohérence environnementale ». Elle est étudiante à l'Institut national supérieur des sciences agronomiques, agroalimentaires, horticoles et du paysage. Et elle a obtenu un diplôme. Félicitations, Marie. Nous avons ensuite, toujours dans le 1650, et toujours dans Agrocampus Ouest, dont j'ai donné le développé tout à l'heure, Lucie Tardieu, qui a écrit un essai, L'euthanasie ou le suicide assisté, une lutte pour une mort choisie. Bravo. Nous avons ensuite Kevin de Langenhagen, toujours de l'Agrocampus Ouest, qui a écrit un essai Cultiver son espérance ou Comment l'éthique fait vivre. Il a obtenu un diplôme. Félicitations. Nous passons désormais au district 1660, qui pour ne rien me cacher est le mien. Eva Bellassène, de Dauphine, a obtenu une mention pour un essai intitulé L'indépendance de l'audit bancaire, une utopie? Question. On en parlera avec Pierre-François de l'audit. Ah oui, on pourra en parler, oui, absolument. Et toujours dans le district 1660, toujours des étudiants de Dauphine, mais cette fois-ci du master de parcours management de l'immobilier, Adèle Hitzel et Vincent Lannoy ont obtenu un diplôme pour un essai intitulé Monopoly Symphonie, coût, délai et prestige. L'accord parfait existe-t-il dans la réalisation des grands projets d'équipement public? Bon, c'est tout un sujet là. Hein? Tout un sujet, absolument. Merci, bravo. Nous en arrivons au district 1690. Alexandre Choureau et quel est son prénom déjà? Simon Billot-Courval ont obtenu une mention pour un essai intitulé Prise de décision politique et intelligence artificielle, une éthique encore timide. Ils sont à Sciences Po Bordeaux. Très bien, bravo. Toujours dans le 1690, et d'ailleurs toujours à Sciences Po Bordeaux, nous avons une jeune dame qui a écrit un essai qui s'appelle Jade,
Xin Dan Ruel, qui a écrit un essai qui s'intitule « Compétences perçues et éthique professionnelle, une impossible conciliation ». Elle a obtenu un diplôme. Très bien. Nous en arrivons au district 1700. Thomas Dacalva, de l'École nationale d'ingénieurs de Tarbes, a obtenu une mention pour son essai intitulé « Inclusion en entreprise vers une éthique de non-discrimination des personnes ». Alors là, il y a un acronyme, LGBTQ. J'avoue que je ne connais pas très bien le développer. Oui, oui. Je l'avoue humblement. Ensuite, nous avons Élodie Zinstein, de l'UFR des sciences pharmaceutiques et biologiques, qui a obtenu une mention également pour un essai « Soigner, un métier impossible ». Bravo. District 1710. Marcel Montant, de l'Hydrac Business School, a obtenu une mention pour son essai intitulé « Le trading haute fréquence ou l'éthique des algorithmes ». C'est tout un sujet d'actualité. Absolument. Ensuite, Je recommande la lecture de ce document pour ceux qui se passionnent pour les marchés financiers. Puis un fournisseur très traditionnel de notre concours, la faculté de médecine Jean Monnet, Jacques Lisfranc de Saint-Étienne, qui nous fournit toujours beaucoup de candidats. Donc, Ali Jawad Osman a obtenu un diplôme pour son essai intitulé « Médecin mercenaire, une curieuse antinomie ». Découvrir ce qu'il y a derrière. Nous avons eu beaucoup d'ailleurs d'essais qui tournent autour du domaine médical. Absolument. Nous avons ensuite Eddie Brandon de l'Hydrac Business School qui a obtenu un diplôme pour son essai « Vaccination d'une éthique individuelle à une éthique collective ». Très bien. Toujours dans le 1710, Thomas Murienne a obtenu un diplôme pour son essai intitulé « La donnée, le fer de lance des Smart Cities peut-elle causer leur péril ?» Oui. Nous passons au district 1720. Sébastien Gagnage de Polytech Orléans. Il a travaillé avec Guillaume Dipper. C'est un essai rédigé à deux. Ils sont donc de Polytech Orléans et ils ont écrit un essai « Peut-on continuer à exercer sa passion si la finalité diffère de nos convictions ?» On peut sourire. Ensuite, toujours chez Polytech Orléans, nous avons un essai collectif également, réalisé par Cécilia Bio, Nicolas Battista et Maureen Santini, qui vient de passer avant, et qui s'intitule « L'homme augmenté, une crainte pour la société d'un point de vue éthique ». Ils ont obtenu un diplôme. Dernier du 1720. Cette fois-ci, nous sommes dans le CNAM Centre Val-de-Loire, qui s'appelle aussi l'AFTEC. Emma Dantas, Marion Dupuis et Lisa Terry ont obtenu un diplôme pour un essai intitulé « L'éthique et la performance, amis ou ennemis ». Nous en arrivons au midi, au sud-est. Donc le district 1730, Louis Le Gall, de Kedge Business School à Toulon, a obtenu un diplôme pour un essai intitulé « L'intelligence artificielle au cœur de l'entreprise ».
sujet d'actualité, s'il en est. Non, mais. Ensuite, toujours à Catch Business School Toulon, nous avons Valentin Lévy, qui a obtenu un diplôme pour un essai joliment intitulé « Le petit prince ou le petit manager ?» Manager en UR. Nous avons après Aurélien Ducet-Éclaircy, qui a obtenu un diplôme pour un essai intitulé « Les principes éthiques de Montaigne face au monde de l'entreprise moderne ». Il est également à Catch Business School à Toulon. Nous avons ensuite le district 1740. Là, nous avons également un essai collectif. Anaïs Grandjean, Delphine Bajard, Mylène Fournier et Madame Ruchet, qui ont écrit un essai intitulé « L'ingénieur, concepteur et acteur éco-responsable de demain ». Ils ont obtenu un diplôme. Nous avons ensuite Thomas Macedo, de 3IL ingénieur, qui a obtenu un diplôme pour son essai « Éthique, ligne de conduite ou barrière morale ». Toujours dans le 1740, un essai collectif, Luc Parodi, Carlotte Paquet, Florine Parvit. Ils sont tous les trois à Polytech Clermont-Ferrand et ils ont écrit un essai intitulé « Rentabilité et éthique, une conciliation possible ». Ils ont obtenu un diplôme. Bravo, j'ai lu avec intérêt ce document aussi et je m'en rappelle. Le 1770, donc c'est Île-de-France-Est. Chaïmat, Île-de-France-Est. Nous avons Alexandre Partouche, Oui. Arts et métiers Paris Tech. Ah non, là, nous sommes sur... Ça doit être le 1750, je pense. Ça doit être le 1750, absolument. Absolument. Et là, j'étais sur le... Si c'est Cluny, c'est 1750. 1750, absolument. Absolument. Bon, ben alors, si c'est le 1750, on fait le 1750. Allez. Alors, le 1750, Alexandre Partouche et... Ah, là, j'ai un petit souci dans... Ah, pardon, excusez-moi. Excusez-moi, 1750. Alexandre Partouche et Emmanuel Dorcival ont obtenu un diplôme. Ils sont effectivement à Arts et métiers Cluny et ils ont réalisé un essai qui s'intitule « L'industrie, produire plus pour moins l'éthique ». Bon. Et toujours dans le 1750, et toujours Arts et métiers Cluny, Oui. nous avons Jérémy Canaan et Mathieu Limone. Ils ont écrit un essai intitulé « Le rôle du professeur, au croisement des valeurs ». Ils ont obtenu un diplôme. Alors cette fois-ci, nous en arrivons bien au 1770. Shaimat Ali Adar. Il a obtenu un diplôme pour son essai intitulé « Faire rimer profit et éthique de la nécessité de repenser nos modes de gouvernance pour instaurer une éthique professionnelle ». Il était à l'Institut des Mines Télécom, Business School. Comme quoi on peut faire l'Institut des Mines et être philosophe. Absolument, absolument. Bon, on est à ce niveau-là, on est tout.
Alors, toujours dans l'Institut des mines télécom, Toya Tracy a obtenu un diplôme pour son essai intitulé La société face à l'agriculture, incompatibilité éthique entre qualité et quantité. Étonnant pour les télécoms. Constant. Très bien. Nous en arrivons ensuite à Grenoble. Diane Garossio, de Grenoble École de Management, a obtenu une mention pour son essai intitulé Le marché de l'art entre comportement spéculatif et approche mercantile. Bon. Nous avons en suivant un essai réalisé par deux étudiants, César Lacombe et Adrien Talent. Ils ont obtenu un diplôme pour leur essai intitulé De l'audit financier à l'audit éthique. Ils sont également à Grenoble École de Management. L'audit a intéressé aussi. Hein, voilà, L'audit a intéressé cette année. Oui, il les a intéressés. Le dernier du district 1780, non pas, c'est pas le dernier dans le classement, c'est le dernier dans l'énoncé. Il s'appelle Guilhem Carrel. Il est également à Grenoble École de Management et il a obtenu un diplôme pour son essai intitulé Sur le chemin de la bienveillance. Tout un programme. Et oui, la bienveillance aussi au Rotary. Oui. Dernier district, dans l'ordre des numéros, hein. Marco Scherer a obtenu un diplôme pour un essai intitulé La protection des données personnelles sur les réseaux sociaux, le comportement éthique des entreprises face au marketing personnalisé. Il est à l'Université de Lorraine, qui est en fait, et d'ailleurs j'aurai plusieurs candidats à cette université, c'est en fait un cursus franco-allemand, dans lequel on a des étudiants qui travaillent de part et d'autre. Très bien. Ensuite, toujours à l'Université de Lorraine et toujours dans ce cursus franco-allemand, nous avons deux étudiants, Myriam Mayer et Léa Manico, qui ont réalisé un essai qui s'appelle RH de ressources humaines, du XXIe siècle, la tentation du big data, en quoi l'analytique RH, qui est un atout pour les entreprises, comporte des limites éthiques. Ils ont obtenu un diplôme. Bravo, je salue les voisins de l'Alsace. Ensuite, toujours dans ce cursus franco-allemand de l'Université de Lorraine, nous avons un essai réalisé par deux étudiants, Elena S. et Aïcha Sheffar, sont des étudiantes d'ailleurs. Elles ont obtenu un diplôme pour leur essai intitulé Obsolescence programmée vers une perte de l'éthique professionnelle. Bien, nous avons déjà eu un essai il y a 3 ans sur l'obsolescence programmée. Encore l'Université de Lorraine, toujours le même cursus. Nous avons un étudiant et une étudiante, Vanessa Hellman et Samir Solili, qui ont écrit un essai Les enjeux éthiques de la gig economy. Ils ont obtenu un diplôme. Et voilà donc pour l'énoncé des diplômes en fonction des districts. Maintenant, nous allons en arriver au premier prix. Voilà, merci donc Anne-Marie. Je félicite évidemment tous les lauréats. Leur diplôme, ils vont le recevoir par l'intermédiaire de leurs délégués. Délégués, ce sont les coordonnateurs de district. On va leur envoyer et ils prendront contact avec vous pour vous remettre le diplôme. Gardez-le précieusement, parce que je vous cite une anecdote, c'est que tout récemment, un jeune lauréat de ce concours a produit son diplôme dans un entretien de recrutement. Et le recruteur
évidemment, nous a téléphoné pour nous demander si c'était bien un diplôme qui avait été reconnu par nous. On dit oui. J'étais très inquiet. Comme quoi un diplôme, vous voyez, comme celui-là, eh bien, peut être valorisé dans votre recherche d'emploi. Donc, merci à tous. Félicitations encore. Et vraiment, nous aurions aimé vous serrer la main et Je regrette. vous remettre votre diplôme en main propre. Mais je suis sûr que ce n'est que partie remise. Merci encore. Je vous propose maintenant de passer à la remise des prix qui va être cette fois-ci un petit peu différente puisqu'on va avoir à l'écran les lauréats et je vais demander à Jean de bien vouloir nous présenter le premier lauréat, 4e prix. Alors, il a présenté ici Sarah Toubal, qui est là. Je vais lui demander d'ouvrir sa caméra et son micro. Ben là voilà. Bonjour Sarah. Alors attendez, vous m'entendez? Voilà. m'entendez Sarah, vous m'entendez? Oui, vous m'entendez? On vous entend. On vous entend et vous êtes en plein écran là. Alors, vous avez rédigé un essai qui s'intitule Justice, médecine, prison, un trio à l'épreuve de l'éthique professionnelle. Alors, quel est votre métier? Alors, du coup, moi, j'ai une double casquette. Je suis jeune actif, mais aussi je suis étudiante. Alors, en fait, je suis doctorante d'abord à l'Université de Lille, à la faculté de droit plus précisément. J'enseigne également à l'université, mais je suis aussi en parallèle à cette activité universitaire juriste à la cour d'appel de Douai. Alors, est-ce que vous avez fait l'école de la magistrature? Non, pas encore. J'ai Pas choisi encore. C'est dans vos prévisions. C'est dans vos prévisions. Oui, effectivement, c'est effectivement mon objectif à très court terme d'intégrer le corps de la magistrature. Et voilà. D'accord. Alors, quand j'ai relu évidemment attentivement votre essai, et vous dites notamment que la prison, qui est le lieu d'expiation d'une peine, je vous cite, exprime le paradoxe d'une souffrance infligée à l'être humain pour rétablir la justice, alors que la médecine a pour idéal le bien-être et l'effacement de la douleur. Alors, comment on peut concilier les deux? Il faut concilier les deux d'une manière ou d'une autre. Et moi, parlez un tout petit peu plus fort, s'il vous plaît. Vous m'entendez là? Oui. Monsieur, un peu plus fort, ce serait bien. Voilà, merci. Non? Oui, alors en fait, c'est vrai que voilà, j'ai voulu présenter cette antinomie entre les deux univers, entre la prison et entre ces deux idées-là. Et c'est autour, je crois, de l'éthique professionnelle qu'on peut finalement unir ces univers qui me semblent antinomiques dès le départ. Vous l'avez résumé sur la médecine et je l'ai aussi écrit vis-à-vis de la prison. Et grâce à l'éthique professionnelle, grâce à ces idées qui en découlent, on peut effectivement trouver un travail commun autour de cette valeur. Et c'est en ce sens que j'ai orienté mon travail autour de cet essai que je vous ai communiqué. Très bien, très bien. Alors, vous ouvrez le délicat sujet du secret médical, en disant notamment qu'il n'est pas question de tenir une position d'étanchéité absolue entre milieu médical et carcéral. Alors, le secret médical en prison, c'est un mythe ou une réalité? C'est une question qui n'est pas toujours évidente. J'ai essayé de le démontrer tant bien que mal. Évidemment, le secret médical, la violation du secret médical, elle est effectivement sanctionnée par la loi française, et ça, on le sait tous. Après, il y a des exceptions dont on doit tenir compte, et je crois que le milieu carcéral en est l'une des illustrations, et c'est ce que j'ai tenté de... Alors, je crois que le secret médical, il est quand même d'abord une réalité. Oui. On a une petite coupure là, voilà. Vous m'entendez? Voilà, bon, on a une coupure là de réseau. J'espère que... Voilà, ça y est, on vous retrouve. Oui, voilà. Voilà, oui. Vous m'entendez? Oui, on vous entend, on vous entend. Ce sont les inconvénients du direct. Voilà, donc, bon, c'est une réalité, néanmoins, si je vous ai bien entendu. C'est ça. Voilà. Alors, en évoquant l'éthique
du juge, parce que dans votre essai, vous parlez bien du médecin, du juge, de l'administration. C'est une équipe, hein, évidemment, qui a aussi ses objectifs, chacun d'entre eux. Hein. Mais vous dites, en évoquant l'éthique du juge et sa formation, vous regrettez qu'il n'y existe aucun comité éthique. Pourtant, cette notion est indissociable de la mission d'un juge dans sa formation. Alors, quand vous allez aller à l'école de la magistrature, j'imagine que vous allez plaider pour justement introduire l'éthique justement dans la formation des futurs juges que vous êtes. Effectivement, et ça, c'est vraiment l'objectif lorsque j'y entrerai. Mais quand même, lorsque vous avez dû lire mon travail, vous avez quand même dû observer que l'École nationale de la magistrature a d'ores et déjà proposé des ateliers autour de l'éthique professionnelle, et du coup, je m'en félicite. Mais c'est plutôt au niveau du parcours ensuite du magistrat où la question de l'éthique est un peu plus... voilà, un peu moins présente. Et du coup, c'est à ce moment-là, je crois, dans l'exercice de la profession, que la question de l'éthique doit aussi surgir. Et c'est là où le magistrat doit, à mon sens, peut-être être accompagné, en tout cas dans cette idée d'éthique qui va justement le concerner au fur et à mesure des affaires dont il aura à trancher. Très bien, très bien. Alors, au tout début de votre essai, c'est la dernière question, au tout début de votre essai, vous vous dites frustré, c'est le terme que vous avez utilisé, Oui, par la limitation du nombre de caractères. Alors, question, est-ce que vous auriez aimé aborder un autre sujet? Vous en avez l'occasion là. Alors sur mon sujet, alors oui, effectivement, j'ai précisé ça en introduction parce que l'éthique professionnelle, mais il y a évidemment des questions qui, dans mon domaine juridique, judiciaire, qui se posent. Hein. Bon, il y a les questions de peine de mort qui sont assez régulièrement évoquées, mais j'avais aussi des... Là aussi, on a une interruption mais comme d'habitude, ça revient. Hein. Bon, alors, ça met du temps, c'est sans doute les réseaux. Vous m'entendez là, Sarah? Oui, vous m'entendez? Ça y est, on vous a retrouvé. Hein. Voilà. Donc j'évoquais... Franchement intéressant. Voilà, bon, écoutez, parce qu'on a des difficultés, là, je voulais vous féliciter, vous Merci beaucoup. remercier. Vous Merci. allez recevoir un chèque de 500 euros, puisque Merci vous beaucoup. êtes bien classé. Et puis, je peux vous dire qu'en vous voyant, je pense que vous allez donner un nouveau visage à la justice. Et je vous souhaite une très belle carrière. Merci infiniment. Merci. Donc, on va maintenant voir le quatrième prix ex aequo. Hein. C'est ça, qui est Nicolas Mutel. Alors, où est-ce qu'il est, Nicolas? Est-il là? Voilà. Oh, alors il a un 5 devant, mais Jean avait dit que ce n'était pas le classement. Alors, Nicolas Mutel, il va ouvrir son micro, sa caméra. Vous m'entendez? Le voilà, Nicolas. Parfait. Bonjour, Nicolas. Bonjour. Voilà, donc Nicolas, il a rédigé un essai sur un thème qui est la discussion éthique dans le cadre d'une décision médicale de fin de vie. L'exemple des sédations. Vous êtes médecin ou apprenti médecin? Pas du tout, pas du tout. Moi, je ne suis pas du tout encore médecin. Moi, j'ai 20 ans actuellement. Je suis en 4e année de médecine, donc à la faculté de médecine de Rouen. Donc, je commence vraiment mon cursus. Bravo. Je commence vraiment mon cursus. Après, juste avant, je souhaitais remercier 2 personnes qui m'ont vraiment aidé dans la rédaction de cet essai, qui sont le docteur Clément Joly, qui est chef de service de soins palliatifs à Pont-Audemer, dans la région normande, qui m'a beaucoup aidé, et monsieur Thierry Wab, qui est notre professeur de communication à la fac, qui aussi m'ont beaucoup motivé et aidé dans la rédaction de cet essai. Voilà. Très bien. Alors, une petite question déjà pour commencer, pour se mettre en jambe. Vous dressez un tableau inquiétant pour les patients que nous sommes lorsque vous dites en conclusion que la société d'aujourd'hui a tendance à oublier l'humanisme au profit d'une forme de consumérisme médical
où les patients deviennent des consommateurs. Alors, l'objectif d'humanisation de la médecine et des hôpitaux a-t-il vécu ou est-il encore en soins palliatifs? Alors, tout d'abord, là, vu que moi, je ne pense pas, premièrement, avoir assez de recul, vraiment d'expérience pour me vraiment affirmer un avis très tranché là-dessus. Chose est sûre, c'est que on remarque que, tout particulièrement dans le fonctionnement du système de l'hôpital public actuellement, on tend vraiment à une forme de rentabilité, si je puis dire, avec une forme, effectivement, comme je l'évoquais, de consumérisme médical, où on a l'impression que, oui, voilà, les patients deviennent des consommateurs. Et ça peut paraître légitime dans certaines situations de détresse qu'ils peuvent vivre, là, tout particulièrement dans ces situations de fin de vie. Ça peut être totalement légitime, on peut totalement l'entendre. Mais ce que je trouvais intéressant d'évoquer dans cet essai, c'était que l'éthique l'éthique professionnelle du médecin et des équipes soignantes devait vraiment ramener une forme d'humanisme et de réflexion dans cet exercice de la médecine. Donc, voilà. Oui, alors la deuxième question, c'est presque le miroir de la première. Hein, la profession médicale est, dites-vous, régie par un principe éthique immuable, celui du non-abandon. Alors, quelles sont les conséquences? Est-ce qu'on peut y voir un regain d'humanité? Bien sûr, le principe de non-abandon, il a été très mis en avant et vraiment très discuté par notamment Emmanuel Hirsch, qui est professeur d'éthique à l'Université Paris-Descartes. Le principe de non-abandon, il est immuable vraiment, voilà, à cet exercice. Il dit en substance que le médecin ne doit pas abandonner le patient dans peu importe les situations. Il doit certes être empathique, mais il ne doit vraiment pas l'abandonner. Et effectivement, ça ramène une part d'humanisme, et c'est là que réside principalement l'humanisme de l'exercice de la médecine. Alors effectivement, là, le principe de non-abandon dans un système de rentabilité, comme je l'évoquais avant, il peut être minimal, mais on remarque que dans les services de soins palliatifs, avec l'accompagnement palliatif que bénéficient les patients, on remarque que le principe de non-abandon, il est constamment présent, que ce soit vis-à-vis des médecins, vis-à-vis des équipes soignantes, les infirmières, les aides-soignants. Le principe de non-abandon, il est fondamental et il permet vraiment un accompagnement optimal et fondamentalement moral et éthique des patients. Nous voilà rassurés. Voilà, vous pouvez l'être. Vous soulignez l'importance de la discussion collégiale, qui est une collaboration pluridisciplinaire au service du patient. Alors, dans un cas récent, dont on a beaucoup parlé, la dimension religieuse s'est imposée et est intervenue aussi dans le débat. Hein, et ce débat et cette intervention semblent avoir été prédominantes. Dans votre essai, vous avez effleuré la question. Vous l'avez citée, mais vous n'êtes pas allé plus loin. C'est embarrassant? C'est pas que c'est embarrassant, je pense que c'est pas un secret si je vous avoue que c'est un terrain qui est un petit peu glissant, d'où tout en sachant que voilà, il y a une multitude de points de vue et une multitude d'interprétations. La religion, effectivement, elle a toute sa place dans je ne sais pas si je peux employer le mot débat, mais dans cette réflexion de fin de vie, elle a tout à fait sa place, dans le sens où les décisions médicales de fin de vie, elles sont certes au final mises en place par le médecin, mais elles sont avant tout impulsées par le patient. Et le patient, au plus profond de lui, effectivement, la religion peut avoir une place très très importante. Donc effectivement, c'est du rôle du médecin et des équipes soignantes aussi d'écouter les positions religieuses du patient pour pouvoir essayer de les respecter au mieux. C'est une dimension qui est fondamentale. Après, la religion étant propre à chacun et propre à l'interprétation de chacun, moi personnellement, je trouvais ça un petit peu indélicat d'aborder le sujet, sachant que c'est vraiment de la conception personnelle de chacun. Je crois qu'on vous a bien compris.
Dernière question, vous décrivez parfaitement les difficultés de l'application de la loi Leonetti, vous y faites référence assez souvent, et vous évoquez la SPCMD, un acronyme qu'aimera bien Anne-Marie, sans doute, mais qui attend aussi qu'on lui dise aussi qu'est-ce que ça signifie. Eh bien, ça signifie la sédation profonde continue, maintenue jusqu'au décès. Alors, est-ce que ce n'est pas la formule qui permet de contourner certaines difficultés liées à la fin de vie? Alors, c'est précisément ce que j'aborde dans cet essai, c'était que tout d'abord, la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès, c'est une nouvelle modalité de sédation qui est apparue dans la loi Leonetti 2 de 2016, qui est, alors, dans ces problématiques-là, c'est vrai que la sémantique a une importance fondamentale et la nuance est vraiment le maître mot parce que quand on analyse un petit peu plus profondément, et je ne prétends pas du tout être philosophe, mais un peu plus philosophiquement cette technique de sédation, on ne peut pas vraiment la considérer comme un hybride entre de l'euthanasie et une sédation pure, mais c'est peut-être pas très politiquement correct de dire ça, mais c'est une technique vraiment de soin à part entière, parce que la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès, l'intention première de cette technique, c'est vraiment de soulager des douleurs, ce qu'on appelle des douleurs réfractaires, qui sont réfractaires à tous les traitements antalgiques possibles. Et à partir du moment où ces douleurs deviennent vraiment insupportables pour le patient, une sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès peut être mise en place par l'équipe soignante, mais dans des modalités de mise en place très très précises, très cadrées, pour ne pas que ça dérive vers une forme d'euthanasie, là où l'euthanasie, l'intention première de l'euthanasie est de donner la mort délibérément, là où effectivement cette technique de sédation est de vraiment soulager les douleurs réfractaires. Donc c'est vraiment deux notions pas complètement différentes, mais différentes quand même. Et effectivement, là, la nuance de l'interprétation de ces notions est vraiment fondamentale. Alors, effectivement, là où dans une société actuellement où on a tendance à être, entre guillemets, soit tout blanc, soit tout noir, radicalement, en ayant des avis ou des points de vue totalement opposés ou vraiment très forts pour se faire entendre, cette technique de sédation, il faut qu'elle soit dans la nuance. Et on ne peut pas... Il faut vraiment être dans la nuance pour l'interpréter et pour la mettre en place. Voilà. En tout cas, merci, merci Nicolas. Vous avez été très clair, pédagogue sur un sujet difficile. Exactement, oui. Sur le plan éthique. C'est pas un sujet évident. C'est pas un sujet évident. Voilà, notamment. Bon, je crois que vous ferez un bon médecin. Merci. En tout cas, merci. C'est pas pour autant que je vais vous fréquenter. Mais bon, alors, vous avez un 4e prix ex aequo et nous vous remettrons un chèque de 500 € pour votre essai et je vous félicite encore pour la qualité de votre travail et surtout le niveau. Je pense que tous ceux qui vous ont écouté ont vu le niveau philosophique que vous avez, le niveau éthique de votre réflexion. Merci. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Voilà, je vous propose qu'on passe maintenant au 3e prix. Alors, le 3e prix, ils sont deux. Et c'est Victor Delalleux et puis Aurélie Acnin. Aurélie. Bon, parce que je n'ai pas l'orthographe. Les voilà tous les deux. Ils sont sur l'écran. On va les voir en grand. Voilà, c'est possible. Bonjour. Voilà, les voilà. Les voilà. Bon, bonjour Victor, bonjour Aurélie. Bonjour à tous. Alors vous êtes lancé sur un sujet, un sujet dont on a beaucoup parlé il n'y a pas longtemps d'ailleurs, l'Europe et ses lobbies, un besoin éthique à refonder. Bon, alors, quelles sont vos études ou les métiers auxquels vous vous destinez? Vous vous destinez vraiment au lobbying? Alors, plus ou moins, on est tous les deux donc à Sciences Po Bordeaux. Moi, je suis dans un master qui s'appelle Affaires publiques et représentation des intérêts et donc qui est très lié à l'activité du lobbying. Et Victor est dans un master d'intégration et de gouvernance européenne, donc qui se destine aux carrières européennes. C'était l'intérêt de faire ce duo, c'est-à-dire avoir le côté plutôt technique d'Aurélie et le côté plutôt Union européenne, Europe
de par mon parti. Voilà, moi je vous parle depuis Strasbourg. Ça vous dit Ah bah, quelque très bien. chose hein. Bon, Directement concerné. le Parlement européen n'est pas très loin là sur mon côté droit. Bon, alors, je crois que vous démarrez très fort hein, votre essai par une citation. Pour faire du lobby, vous devez renoncer à vos principes. Et puis vous en décrivez toutes les turpitudes. Alors pourquoi voulez-vous, malgré tout, vous engager dans cette voie? Pour le moraliser, j'imagine. Pas que, parce qu'on a commencé par ces phrases un peu choc, parce que c'est ce qui ressort souvent de l'opinion et de ce qu'on pense du lobbying, parce que le lobbying, depuis toujours, voilà, c'est resté sur cette image du côté informel, du côté discussion de couloir. Et c'est vrai que depuis, c'est quand même extrêmement institutionnalisé, formalisé, et c'est devenu vraiment de plus en plus populaire parmi les étudiants. Sauf que c'est vrai que l'image du lobbying n'évolue pas aussi rapidement que l'engouement qui naît autour. Vous voulez ajouter quelque chose Je suis totalement d'accord avec Aurélien. Voilà. Alors, est-ce que les lobbyistes, avec leur pouvoir d'influence, n'ont pas quelque part confisqué la mission des parlementaires européens? Vous dites que les lobbyistes sont des acteurs cruciaux de la démocratie européenne. C'est fort Alors, de dire ça. C'est très fort et on retrouve donc vraiment cette idée d'importance des lobbies. Déjà d'un point de vue européen, c'est évident, d'un point de vue français aussi, et ça s'applique à beaucoup de systèmes, notamment le système américain où la présence des lobbies est très importante et très puissante. On a aujourd'hui dans l'Union européenne, notamment à travers le Parlement européen et la Commission européenne, une présence des lobbies qui est essentielle parce qu'elle participe à la construction législative. C'est-à-dire que les parlementaires, quand ils vont travailler avant tout avec donc, la Commission européenne pour le côté administratif et avec les lobbies européens pour le côté représentation d'intérêt. Et en fait, c'est un petit peu ce qu'on essaye d'avoir comme idée dans cet essai et c'est un petit peu ce qu'on essaie d'avoir dans nos formations respectives. C'est-à-dire que de un peu dédramatiser la place du lobby, de dire un lobby, ça sert avant tout à représenter un intérêt spécifique. Et cet intérêt spécifique-là, il faut qu'il soit représenté dans un cadre qui soit structuré avant tout. Et c'est pour ça qu'on parle beaucoup, notamment du déséquilibre qu'il y a entre la représentation d'intérêts. Il va y avoir des intérêts qui sont beaucoup plus importants, qui vont être moins représentés que d'autres, qui vont avoir une place prépondérante, notamment à travers des moyens financiers qui sont plus importants, à travers un code qui va être peut-être un petit peu moins bien respecté en utilisant des techniques, on l'aborde très rapidement, mais des techniques pas de chantage, mais il va y avoir des petites pressions qui vont être exercées, donc des techniques qui sont bien connues des lobbyistes. Et aujourd'hui, le but, c'est de repenser la place des lobbies pour que ça ne soit pas quelque chose d'opaque comme on avait l'habitude d'avoir les années précédentes, mais quelque chose de plus transparent où les citoyens et les citoyennes français et européens puissent s'identifier et de dire j'ai envie de représenter cet intérêt-là, par exemple le domaine des énergies renouvelables. Donc, il y a tel lobby qui va faire telle activité pour représenter l'intérêt des énergies renouvelables. Et pour aussi apporter une expertise que les parlementaires n'ont pas forcément sur certains sujets bien précis et spécifiques. C'est ça. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, les chiffres que vous donnez, ils donnent le vertige. Moi-même, j'ai été surpris par cette dimension. Vous dites qu'il y a 30 000 lobbyistes à Bruxelles, simplement à Bruxelles. Il y en avait 1000 en 1980. Donc, c'est un métier d'avenir. 3 milliards de budget, considérable. 5000 organisations enregistrées. Et encore, vous dites, on ne comptabilise pas les arrangements d'arrière-cour. C'est ça. Alors, on a le sentiment d'être en face d'une gangrène. Alors, comment réagir pour endiguer cette prolifération? C'est un peu provocateur ce que je vous dis, mais quand j'ai lu ça, je me dis, mais ça ne s'arrête pas, quoi. Alors, ça ne s'arrête pas, mais les chiffres sont trompeurs. Parce qu'il y a une augmentation, parce que c'est de plus en plus encadré. Et en fait, en effet, il y a une augmentation, ça c'est indéniable, il y a une augmentation de la représentation d'intérêt, mais c'est aussi une augmentation qui est due à un meilleur encadrement, donc à une meilleure comptabilisation du nombre de lobbyistes, de leur budget et du nombre d'associations, d'organisations et d'entreprises qui sont inscrites. Et on parle notamment du registre de transparence de l'Union européenne qui a pour objectif de vraiment recenser et d'avoir une vision plus globale des lobbies présents. Après,
on a toujours le problème de l'augmentation des représentations d'intérêt. Et la représentation d'intérêt, elle va couvrir beaucoup plus de sujets qu'il y a 20, 30, 40 ans, notamment parce que les compétences de l'Union européenne sont de plus en plus développées. Et on sait aujourd'hui que les compétences de l'Union européenne, quel que soit le débat autour de l'Union européenne, qui pour ici n'est pas vraiment le sujet, mais les compétences de l'Union européenne sont élargies. L'Union européenne va toucher beaucoup d'éléments, va avoir un cadre législatif qui va être très spécifique sur beaucoup de sujets qui vont avoir un impact directement au niveau national. Et donc, il y a beaucoup de représentants d'intérêts qui vont utiliser ce cadre européen législatif pour faire passer leurs intérêts avant tout. Et c'est pour ça qu'on voit une augmentation. Très bien, ben voilà, vous me donnez un éclairage qui me rassure un peu. Hein, oui, il ne faut pas s'inquiéter. Alors, parmi les dernières questions et parmi les solutions que vous proposez, je note la création d'un code de conduite européen et vous proposez même d'intégrer des stratégies d'influence dans les engagements de la RSE. Alors, tout le monde connaît la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. Alors, je me suis dit, est-ce qu'on règle le problème ou est-ce qu'on diffère la solution? Là, je vous taquine un peu, là, quand même. Hein. Je vous taquine un peu. Vous nous poussez dans nos retranchements. La solution. Pardon. Moi, j'ai trouvé ça bien, hein. Je vous dis tout de suite. Hein, voilà. Je travaille sur la RSE notamment, et j'en suis un fervent défenseur, ouais. Tout en disant qu'il y a encore du chemin. Bon, voilà. J'imagine que c'est la même chose pour vous. Voilà, c'est le point que vous voulez aborder. La RSE, c'est quand même un concept qui est relativement récent et qui n'a pas encore englobé tous les sujets qu'il est en capacité d'englober. Et c'est vrai que pour nous, l'encadrement, un code de conduite, ça fait partie de la responsabilité des entreprises. Et donc, les entreprises pourraient jouer un véritable rôle en fait, dans une meilleure éthique des lobbies et éventuellement améliorer cette image aussi des lobbies notamment dans le privé. Oui, tout à fait. Mais tout à l'heure, je disais, dans le Code des obligations professionnelles, je disais incarner l'intégrité, une valeur fondamentale dans mon comportement et mes actes. Je crois qu'on y est. Donc, merci à tous les deux. Merci Victor, merci Aurélie. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous avez été convaincant et je pense que le lobby dans les années qui viennent aura un autre visage grâce à vous. Merci encore. Merci beaucoup. Alors, vous allez recevoir un chèque de 750 €. Merci. Voilà. Donc, bonne carrière et plein succès. Merci beaucoup. Voilà, je propose à présent que, eh bien, on vienne au deuxième prix. Alors, deuxième prix, c'est Michael. Hein. Ben voilà, Michael est là. Il va couper son micro. Et puis, nous avons Sixtine Reynaud. Donc, ils sont deux. Hein. Alors, est-ce qu'ils peuvent se connecter là? On va les voir. Jean va nous les montrer. Vous m'entendez? Écoutez, voilà. Donc j'entends. Je vois maintenant. Bon, voilà. Donc, c'est Michael que je vois. Hein. Et puis, ben voilà, Sixtine est arrivé aussi. Alors, vous avez fait un essai sur le thème médecine militaire et conflit de valeurs. Hippocrate saisit son glaive. Oh ben dites donc. Hein. Alors, vous êtes tous les deux médecins, futurs médecins militaires? C'est ça. Moi, je suis en 5e année de médecine militaire et Michael en 6e année. Bon, alors, vous savez de quoi vous parlez. Hein, et donc, moi, j'étais très intéressé par votre essai. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a obtenu aussi le deuxième prix, parce que ce sont des sujets qu'on ne connaît pas bien, qu'on imagine, qu'on a peut-être vu dans les films aussi, mais je dois qu'il doit aussi s'exprimer de manière différente aujourd'hui. Et donc, ça m'a inspiré quelques questions quand même. Vous précisez que le praticien des armées n'est pas rattaché au Conseil de l'ordre des médecins. Ça, je ne le savais pas. Hein. Il est en revanche soumis à un code de déontologie et aux conventions de Genève. Ça ne me surprend pas. Est-ce que ça veut dire que les médecins libéraux ont pour seul code de déontologie le serment d'Hippocrate?
Parce que vous n'avez pas parlé du serment d'Hippocrate, en fait. Pour la médecine militaire, le serment d'Hippocrate, c'est un choix. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de prononcer ce serment, mais on y est contraint si on veut intervenir dans le milieu civil. Notamment, il nous est possible d'être aux urgences des hôpitaux civils ou au SAMU, par exemple. Dans ce cadre-là, c'est nécessaire de prononcer ce serment, mais dans le cadre de notre exercice professionnel militaire, c'est différent, justement, du fait de notre double casquette qui impose certaines pratiques différentes. Oui, j'ai vu Michael là, qui souriait tout à l'heure. Il s'est dit, ça c'est une question vache qu'il a posée. Hein, c'est ça, Michael? Non, 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 il n'y a pas de questions vaches, il n'y a que des bonnes questions. Ah bon, il y avait des bonnes réponses. Des bonnes réponses. C'est une question vache. Dans votre essai, on perçoit les conflits moraux auxquels vous êtes soumis. Hein, l'opposition entre celui qui blesse et celui qui répare les blessures. Je vous cite là. Hein. L'application du principe de non-discriminalité. La problématique de l'éthique dans l'urgence. L'application rigoureuse du droit international. Alors, si la mission n'est pas éthique, le médecin a le devoir de s'y opposer, vous dites aussi. Alors là, ça m'a drôlement surpris quand même. Hein. Alors, comment arrivez-vous à concilier ce qui, dans certaines circonstances, est inconciliable? J'imagine que vous devez vous entraîner, vous devez avoir une formation tout à fait particulière et solide dans l'exercice de votre métier pour concilier l'inconciliable. Ben, c'est des dilemmes difficiles auxquels on est soumis, surtout en opération extérieure, dans le sens où on doit soigner tous les blessés, on doit être aveugle, entre guillemets, dans le soin. Mais d'un autre côté, c'est difficile de faire comprendre qu'on soigne, enfin, quand nos soldats nous voient soigner un ennemi, quelqu'un qui a essayé de les tuer, c'est très difficile de faire comprendre qu'on doit le soigner parce qu'on est meilleur qu'eux. Mais c'est là tout l'enjeu, justement, d'être médecin militaire en opération extérieure. Enfin, pour moi, c'est là. Je voudrais juste rajouter que ce genre de situation reste tout de même assez rare parce que malgré tout, grâce au code de déontologie, aux conventions de Genève et au fait d'être quand même très encadré et par l'armée et par le côté médical, ces situations restent tout de même heureusement rares et en général on n'est pas les seuls à être, on n'est jamais complètement seul face à ce genre de situation et heureusement parce qu'effectivement ça reste tout de même assez difficile. Oui, certainement. Oui. Oui, oui, Michael. Oui, on n'est jamais seul sur le terrain. Il y a toujours quelqu'un, un directeur médical, quelqu'un qui est au-dessus de nous et à qui on peut, qui est aussi docteur et à qui on peut se rattacher pour ce genre de questions. Vous le dites bien d'ailleurs dans l'essai, qu'il y a effectivement, vous n'êtes pas seul pour décider et ça me paraît effectivement une bonne chose. Vous parlez du recrutement des futurs médecins militaires et vous dites qu'ils sont soumis à des nouveaux critères de sélection. Hein. Moi, je suis assez surpris de voir que les tests sportifs datent seulement de 2019. Je ne me suis pas trompé dans la date. Hein. Mais je vois plus difficilement faire le même exercice avec l'éthique. Alors, que proposez-vous pour passer du souhait à la réalité? Hein? Bon, on voit bien physiquement ce que ça comporte, mais alors au niveau de l'éthique, les tests au niveau de l'éthique, là je vois pas bien. Hein? Alors, vous avez des psychologues, vous avez des gens comme ça qui vont vous évaluer sur ces questions. Alors, ce qui se passe à l'entrée au concours, en fait, quand on est admis à l'école de santé des armées, donc après avoir été admis au concours, on rencontre un psychiatre militaire qui, en fait, je pense, vérifie surtout notre aptitude psychologique, parce qu'évidemment, ça reste quelque chose de primordial. Par ailleurs, au concours, on a un essai à faire pour être admis, hein, qui est un essai qui est coefficienté de manière assez importante, qui est un essai de réflexion
de culture, de philosophie, enfin, en tout cas qui est un essai assez global, mais qui nécessite une expression écrite et vraiment de la réflexion. Et on pourrait, nous, ce qu'on proposait, en tout cas, c'était d'imaginer qu'il y ait une sorte de réflexion également proposée, mais sur un sujet éthique et enfin, il y avait quand même un dilemme, et pour nous, c'était important de se dire que les expériences qu'on a vécues et surtout qu'on n'a pas vécues lorsqu'on présente ce concours, nous permettent pas forcément de nous préparer à de telles réflexions. Et donc, il faut savoir rester tout de même assez, comment dire, je dirais, assez indulgent envers les préparants de concours, mais montrer qu'ils sont capables d'avoir une telle réflexion. Je pense que c'est important. Tout à fait, tout à fait. Eh bien, écoute, vous évoquez, pour la dernière question, la valeur d'altruisme du médecin militaire. Quand il doit statuer sur l'aptitude des soldats, sans briser le secret médical. Mais j'imagine que c'est la même chose pour un médecin dans le civil qui doit réformer un pilote de ligne. Ah ben effectivement, c'est difficile parce que d'un côté, on veut la confiance, mais de l'autre, eh ben, ils sont un peu réticents car avec juste un bout de papier, on peut leur faire perdre leur emploi ou alors aller faire en sorte qu'ils soient reclassés. Et c'est à nous justement d'adapter selon notre patient, notre comportement et notre attitude thérapeutique, selon pas que justement des paramètres biologiques, mais aussi prendre l'expérience de celui qu'on a en face de nous, s'il a une famille, comment il est. Enfin, c'est vraiment beaucoup de paramètres à intégrer et pas que justement une décision thérapeutique, enfin, pas que justement une décision, un diagnostic, puis une réforme, par exemple. Je dirais que et oui, je pense que c'est une attitude. Mais je dirais, pour ma part, je dirais que ce qui est important, c'est que, en fait, pour l'aptitude des soldats, on a un référentiel dans lequel il décrit différentes pathologies et ce qu'elles peuvent impliquer comme aptitude. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément inapte entièrement à notre poste, mais on peut être inapte à certaines parties, à l'exercice de certaines fonctions militaires, sans forcément remettre en jeu le métier entier, entre guillemets. Et donc, c'est important de pouvoir concilier les compétences du soldat avec ses aptitudes physiques, mais également de savoir que notre responsabilité est en jeu et qu'il faut, en fait, on peut, même si c'est difficile, enfin, voilà, ce que disait Michael, justement, le fait qu'on a quand même on a l'emploi de certaines personnes en jeu, c'est vrai que c'est quelque chose qu'il est important de garder à l'esprit, mais il est aussi important de garder à l'esprit que quand on envoie un soldat en opération extérieure et qu'il est en danger ou même qu'il peut être blessé, s'il est déjà rendu vulnérable par autre chose et que ce quelque chose de décompense, par exemple, sur le terrain, ce sont des moyens énormes qui vont être entrepris pour pouvoir et le faire quitter l'opération extérieure et le prendre en charge le plus rapidement possible, et que ça dessert entièrement la mission. Et ça reste, enfin, les intérêts de la mission restent très importants, même s'il est évident qu'il ne faut pas oublier le soldat et son emploi, quoi. Oui, oui, tout à fait. Enfin, vous avez dit de toute façon qu'il y a un protocole, hein. Et puis je pense que vous n'êtes pas seul face à la décision. Voilà. Non, il y a une solution alternative aussi dans ces cas-là. C'est ce qu'on appelle l'inaptitude temporaire. On peut faire en sorte que quelqu'un garde son métier, ne participe pas à une mission pour autant, jusqu'à ce qu'il guérisse ou jusqu'à ce qu'il soit opéré si la pathologie est chirurgicale. Et moi, je trouve que c'est une bonne solution. Enfin, en tout cas, pour respecter nos valeurs professionnelles, je pense que le fait de mettre inapte, mais temporairement, c'est une bonne solution, plutôt que de faire une réforme définitive. Et en tout cas, moi, je pense que c'est très important de faire au cas par cas, globalement. Absolument. Absolument. Eh bien, merci, Michael, et merci, Sixtine. Je crois que vous nous avez donné une autre dimension encore par rapport à votre essai, que tout le monde n'a pas lu. Dommage d'ailleurs, hein, mais en tout cas, vous nous avez fait découvrir, je dirais, un domaine méconnu qui est le vôtre. Je vous félicite pour ce que vous faites. Je vous félicite aussi pour ce que vous allez faire dans votre métier, puis votre essai, bien sûr, qui vous vaut un prix de 1 000 €. Donc, félicitations encore, merci, et puis je vous souhaite une belle carrière.
Bien, ben, je vous propose maintenant de passer au premier prix. Alors, le premier prix, il est un peu aussi, je dirais, un peu dans le domaine militaire également, puisque je vais appeler Simon Petitjean et Sophie Bergerot. Est-ce qu'ils vont se connecter? Jean va faire le nécessaire. Je vois Sophie Bergerot qui va ouvrir son micro. Et puis, il me manque Simon Petitjean. Ah, voilà. Sophie Bergerot est là. Voilà. Et puis bon, bah, écoutez, vous êtes tous les deux là, l'un à côté de l'autre, là. Oui. Très bien, très bien. Alors là vous êtes masqué non seulement avec, vous avez l'uniforme, mais vous êtes impressionnant. Hein. Merci beaucoup. Je vous souhaite la bienvenue. Hein. Vous êtes les premiers prix. Vous avez traité un sujet qui s'appelle l'emploi de la force légale dans le cadre du maintien de l'ordre est-il encore légitime? C'est un vrai sujet d'actualité. Alors vous avez souhaité donc avec votre hiérarchie faire une déclaration, faire un petit papier. Alors on a évidemment pas trop de temps pour ça, mais vous allez le faire très bien sans doute parce qu'on sait dans la gendarmerie être concis, bien sûr. Alors juste une question, mais je vous assure que j'en poserai pas d'autres. Pourquoi vous avez choisi ce sujet? Justement, dans notre discours qu'on va vous faire et qui dure 4 minutes montre en main, on va vous expliquer tout ça et comme ça nous donnera l'occasion d'expliquer à tout le monde de quoi le sujet est traité. Ça résonne pas mal, hein, voilà, mais je pense qu'on va vous entendre quand même comme il faut. Alors, vous avez la parole. Donc, cher gouverneur, membres du Rotary et lauréats, bonjour. Nous allons débuter notre propos par quelques mots sur notre parcours et nos motivations. Vous m'entendez bien? On vous entend. Parfait. Nous avons donc passé le concours des officiers de gendarmerie en 2019 et nous sommes donc devenus élèves officiers par vocation et par envie de servir la population et la nation. Or, qu'est-ce que l'éthique? Elle se définit comme la science de la morale, permettant de déterminer ce qui est bon et juste. Et s'intéresser à l'éthique, c'est chercher à servir au mieux la population et la nation. Il nous apparaissait dès lors pertinent, dans la continuité de notre engagement, d'approfondir cette dimension appliquée à notre cadre professionnel. À ce titre, ce concours organisé par le Rotary nous est apparu comme une occasion à saisir pour mettre en avant cette réflexion. Le choix du sujet, qui répond donc à votre question ici, s'est fait assez naturellement. En effet, à la fin de l'année 2019, l'actualité était profondément marquée même par la crise des Gilets jaunes. La gendarmerie a été confrontée dans sa zone d'implantation périurbaine et rurale à des contestations sociales plus ou moins violentes. En conséquence, le sujet du maintien de l'ordre, qui a employé toute la gendarmerie sur un laps de temps relativement long, s'imposait. L'emploi de la force légale dans le cadre du maintien de l'ordre est-il encore légitime? Nous est donc apparu comme étant le sujet le plus à même d'évoquer cette actualité brûlante, mais ô combien passionnante pour nous gendarmes. L'idée maîtresse de ce travail est que cet épisode de crise a permis de mettre au jour la pertinence du mode d'action de la gendarmerie. Au fondement de ce mode d'action se trouve la loi et l'éthique mise en œuvre avec une efficacité certaine par des militaires entraînés et disciplinés. Nous allons donc débuter notre propos en commençant par rappeler le cadre légal et déontologique du maintien de l'ordre. Puis, Simon évoquera avec vous les tensions personnelles auxquelles les militaires doivent faire face dans l'emploi de la force et conclura sur le rôle de l'officier en tant qu'acteur et garant de cette déontologie. Donc, en premier lieu, nous nous sommes interrogés sur la légalité de la force confrontée à sa propre légitimité. Légitimité n'est pas légalité, mais sans légalité, un État ne peut se prétendre démocratique. Tout emploi de la force qui ne procède pas de la loi romprait le contrat social et est assimilé à de la violence. Cependant, la loi ne peut suffire à elle seule à garantir la légitimité de l'emploi de la force dans une société démocratique. Ainsi, l'emploi de la force légale, pour être légitime, doit être accompagné d'un cadre éthique et déontologique reconnu et intériorisé par la population. En l'occurrence, l'article 6 de la Charte du gendarme dispose que les exigences éthiques et de déontologie guident son action.
En second lieu, il s'agit de s'intéresser à ce qui peut venir sur le terrain, mettre en tension le cadre légal et déontologique et la prise de décision d'employer la force par l'agent. En opérationnel, l'agent est soumis à des contraintes physiques et morales fortes qui viennent complexifier son action. Ainsi, en matière de maintien de l'ordre, les militaires doivent faire preuve de réversibilité et savoir agir au mieux compte tenu de la situation. En effet, un gendarme mobile peut vivre une situation de maintien de l'ordre calme, avec des manifestants non hostiles, mais doit se tenir prêt à tout moment à faire face à une menace plus élevée dans son spectre d'intervention. Cette situation devient de plus en plus commune avec les manifestations infiltrées par les Black Blocs notamment. Afin de les préparer à ces difficultés sur le terrain, les militaires de la gendarmerie sont entraînés à conserver en toutes circonstances leur discernement. C'est cette discipline militaire individuelle et collective qui garantit l'efficacité de la gendarmerie. Ainsi, c'est grâce à sa résilience et à son entraînement que le gendarme sous pression est capable de maîtriser son usage de la force face à un adversaire violent. Enfin, et comme l'éthique appliquée à la force légale devient une priorité, sa planification devient nécessaire. Les manœuvres d'anticipation, de formation et de prévention semblent plus que jamais au cœur de l'action déontologique conduite sur le terrain. Cela permet une harmonisation au sein des forces de gendarmerie. Ainsi, le chef devient un élément essentiel. Son rôle en tant qu'officier est de préparer au respect de cette déontologie et la faire appliquer au quotidien par ses militaires, même en conditions dégradées. Ce contrôle, opéré par l'officier, est étroitement lié aux valeurs qui l'animent et dont il est le premier protecteur. Ces valeurs sont les valeurs communes à celles de la nation, au premier chef, l'humanité et la légalité. Le respect de la légalité et du cadre d'action déontologique par les militaires de la gendarmerie nationale conditionne ainsi sa légitimité et la confiance que donne la population à son action quotidienne. Grâce à cette confiance et force de cette légitimité, l'action de la gendarmerie continuera à être efficace et pérenne. Très bien, merci. Merci. Ce que j'ai aimé, je ne vais pas vous poser une question, je vais vous faire un commentaire sur ce que j'ai lu, mais j'ai beaucoup apprécié cette dimension humaine que vous avez exprimée aussi. Et là, vous avez mis en évidence en fait que le militaire, le gendarme, c'était un être humain. C'est un être humain qui peut être parfois, par son stress, par l'état de la fatigue, c'est ce que vous avez dit. Hein, je pense que cet aspect-là n'est pas assez reconnu par le public. Et votre essai, il fait la part des choses entre le devoir et puis derrière, il y a des femmes et des hommes et qui ont, moi quand je les vois à la télévision, je me dis mais quelle capacité de résistance ont-ils quand ils se font insulter, menacer et que finalement ils restent stoïques. Je dis cette formation-là, moi je vous félicite pour ce métier et je crois que dans votre essai, vous l'avez parfaitement, mais parfaitement exprimé. Alors, si vous voulez, moi j'avais terminé, il m'est venu une citation une fois que j'ai lu votre document. Et c'est une citation qui vient de Montesquieu. Montesquieu dans l'esprit des lois, hein, et qui disait notamment « c'est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser ». Et fort heureusement, un petit peu plus loin, il a atténué un petit peu tout ça, hein, en disant que même la vertu a ses limites. Et je voulais vous féliciter pour votre premier prix, bien sûr, vous féliciter pour votre engagement, parce que vous êtes jeune et vous allez effectivement vous trouver sur le théâtre des opérations. Hein, et je vous souhaite une belle carrière. Et félicitations, vous allez recevoir un chèque du Rotary et du concours national de la promotion de l'éthique professionnelle, un chèque de 2 000 €. Félicitations à tous. Et merci encore. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes maintenant en fin de webinaire. Hein. J'ai vu qu'on a encore 64 personnes, on était à 78, mais quand je regarde l'heure, je me dis c'est l'heure des chiffres et des lettres, donc on ne peut pas lutter contre la concurrence, hein, ça c'est sûr. Hein.
En tout cas, on a passé un bon moment avec vous. J'aurais aimé effectivement, avec mes collègues, faire ce petit cocktail qu'on a l'habitude de faire. Mais il nous reste encore une petite chose à faire. C'est la photo de groupe. Alors Jean va essayer de nous mettre tous sur l'écran. Hein, et puis, on va faire une captation d'écran, hein, voilà, pour la postérité, cette promotion, évidemment, figure en bonne place. Alors, j'attends que Jean nous fasse le tableau de tous les lauréats. Je les vois là, ils sont là. Est-ce qu'on peut les mettre tous au même plan? Je vais regarder pour voir. Affichage. Hop. Ben, les voilà, ils sont là. Et donc, ben, je vais en faire un, moi, on ne sait jamais. Hein, vous savez, il faut toujours doubler les documents. Voilà. Et ben voilà. Voilà, merci, félicitations. Je remercie Jean Delas qui a fait un sans faute. Ce n'était pas la partie la plus facile. Donc, merci à Jean. Et je crois que bon, cette session elle est un petit peu exceptionnelle, un peu extraordinaire, mais finalement, vous avez tous très bien tiré. Je pense que vous garderez un bon souvenir du Rotary et du Rotaract. Bonsoir à tous. Au revoir.